l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé au micro principal cette semaine en compagnie de Hugues Gonneau. Bonjour. Salut, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien, merci. Antoine est absent cette semaine. En fait, il est sur le chemin du retour d'un événement Nissan. Un événement duquel on va parler aujourd'hui. Absolument. Quand même. On va aborder quelques sujets. Puis la semaine prochaine, on en rediscutera plus en profondeur avec Antoine parce qu'il a conduit certaines affaires qui sont intéressantes là-bas. Puis il a vu aussi certaines anciennes là, quand je l'ai suivi sur les réseaux sociaux, puis j'ai vu quelques petits spécimens, je pense, il va nous partager ses impressions de ces véhicules-là, ces technologies-là. Mais pour commencer, on a une émission quand même chargée avec des actualités. Ensuite, on va parler de Dodge Charger après le bloc d'actualité. Absolument. Et puis, à la fin de l'émission, je vais vous faire un essai très bref là, du Subaru Crosstrek hybride. Donc, pour commencer, écoute, moi, je veux parler de Nissan, même si on en parle pas mal dernièrement, mais cette semaine, ça a été comme un événement. Oui, il y a de l'actualité sur Nissan. Il y a de l'actualité. On a organisé un événement Vision. Vision, c'est pour montrer quelques photos de véhicules un peu vagues, mais surtout pour rassurer les actionnaires de la compagnie qui sont... très inquiets. Quand ont besoin, oui, effectivement, d'être rassurés. Alors, la plus grosse nouvelle, je pense, de la semaine, on peut parler un peu de Nissan puis de la direction, l'espèce de feuille de route qu'ils se sont donnée, puis on va en reparler la semaine prochaine. Mais la grosse nouvelle, c'est le Nissan Rogue. Absolument. Parce qu'on en a parlé brièvement la semaine dernière avec la nouvelle technologie e-Power. Le Nissan Rogue 2027 va être introduit avec la technologie hybride e-Power initialement. Donc, il va être vendu en parallèle avec le Nissan Rogue actuel, avec la mécanique actuelle qu'on aime un petit peu moins, mais le e-Power, c'est vraiment le plus gros morceau de l'actualité. Pour répéter un peu qu'est-ce que c'est cette technologie-là, en fait, ça agit comme un véhicule électrique, un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière avec une batterie. Et on a le fameux 3 cylindres de 1,5 litres, supposément, là, parce que la compagnie n'a rien confirmé au niveau de la motorisation thermique dans ce véhicule-là, mais ça devrait être théoriquement le 3 cylindres de 1,5 litres qui va servir de génératrice pour alimenter la batterie qu'on suppose qu'il va avoir 2,1 kWh. Là, c'est parce que je pige dans le catalogue Nissan qu'est-ce qui serait logique de prendre en ce moment. Exactement. Les avantages de la technologie, évidemment, les moteurs électriques, ça brise beaucoup moins que le moteur VCT à pression variable. En plus, la bonne nouvelle, c'est que le VCT, maintenant, vu qu'il ne sert que de génératrice, les désagréments de conduite, etc., disparaissent. Il va toujours fonctionner dans une zone optimale, donc on va espérer que son rendement énergétique, sa consommation soit nettement réduite. Oui. Et donc, il se peut aussi que sa fiabilité soit améliorée, parce qu'on ne fait pas monter dans les tours, etc. Donc... Parce que il va être en fait comme un moteur stationnaire. Exactement. Comme ça. Il va être à son taux de compression le plus élevé pas mal tout le temps pour être le plus optimal. Là. Puis évidemment, pas de lien mécanique entre le moteur et les roues. Puis on sait que chez Nissan, on s'est plaint là, à quelques reprises des liens mécaniques comme la CVT, etc. Alors ça, exactement. Donc on élimine ça. On espère que ces deux volets-là, ça va amener un peu de fiabilité parce que justement, un moteur VCT moins sollicité et des moteurs électriques là, qui sont somme toute fiables. Qu'est-ce qu'on attend de voir? C'est vraiment l'efficacité de ce système-là. En conditions réelles. Évidemment, Antoine va vous en parler. Moi, je l'ai essayé, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur un Qashqai en modèle européen. Évidemment, avec le Rogue, c'est deux moteurs avec toute une mécanique, un environnement un peu différent, un peu plus américanisé. Antoine, je pense qu'il a eu l'opportunité d'essayer un prototype là, sur la piste du Rogue 2027 avec la technologie e-Power. Donc, il y a eu des rumeurs aussi que le Rogue Lander, celui qui est hybride enfichable, qui utilise la technologie du Mitsubishi Outlander PHEV 2025, pourrait tirer sa révérence aussitôt. Il n'y a rien qui a été confirmé par Nissan. Peut-être que Nissan va le garder, peut-être que Nissan va le retirer, mais jusqu'à temps que les premières unités du Rogue hybride e-Power arrivent sur le marché. C'est pas un modèle qui fait partie des priorités de la marque. Ça va être à déterminer, évidemment. Puis,
On va voir la réaction aussi. Ça va être quoi, là, un peu, comment que le marché va absorber. C'est sûr que Nissan mise beaucoup sur le fait que ça va être le e-Power qui va prendre la majorité des ventes en partant, avec raison aussi, seulement s'il n'y a aucun problème avec. Donc, on souhaite, on souhaite que ça arrive. Évidemment, ça, on s'attend que ça soit assemblé au printemps 2027. On va aussi... en fait, on a parlé du Nissan Xterra parce que je veux parler de... On l'a abordé, ce sujet-là, à quelques reprises. On n'avait pas vu de photos et cette semaine, on a vu une première photo, une première esquisse de qu'est-ce que le Nissan Xterra arrivait. Puis du fait même, on a confirmé son arrivée en tant qu'année modèle en 2028 du Nissan Xterra. Je pense qu'il y avait une petite vidéo aussi qu'on nous a montré là, de qu'est-ce que ça aurait l'air. Évidemment, look extrêmement robuste. On va aller chercher beaucoup, je pense, de plaques de protection, pas de protection, mais de cosmétiques plastiques sur les côtés pour rappeler un peu qu'est-ce que c'était le Nissan Xterra, mais un modèle très important pour participer au fameux jeu des 4x4 américains. Parce que pour citer Ivan Espinosa, qui a parlé là, dans le cadre des annonces de cette semaine pour ces véhicules-là, que Nissan a toujours voulu ramener ces véhicules-là, mais c'était de plus en plus difficile à cause des normes aux États-Unis. Et puis là, maintenant, ces normes-là sont omniprésentes ou beaucoup plus abstraites qu'elles ont été. Donc, on se lance là pour le modèle 2028 avec le Xterra. Évidemment, on le répète, ça va être un véhicule qui va être bâti sur un châssis en échelle avec des motorisations V6 et V6 hybrides là, pour ce véhicule-là. Du côté de chez Infiniti, quelques petites annonces. Il y a encore de l'envie chez Infiniti. Oui, il y a encore. Ce n'est pas Infiniti. Je l'ai copié de quelqu'un, celle-là. On parlait à un moment donné d'une certaine berline qui serait vraiment cool parce que j'étais un grand fan de la Q50. Il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de qu'est-ce que ça allait être, etc. Ben là, évidemment, on a parlé du retour de la Skyline du côté de Nissan, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir un retour d'un format Q50 ou d'une berline. Puisque c'était une Skyline. Parce que c'était une Skyline et seulement chez nous, une Q50. Là, exactement. Donc, et la G35 avant. Et la G35 avant, qui était également un véhicule qui a forgé un peu, ou qui a aidé Infiniti dans ces années qui étaient les plus glorieuses. Évidemment, avec la Q50, on parlait d'un véhicule de 400 chevaux avec une boîte manuelle. Évidemment, on parle maintenant d'une date en 2028 ou une période en 2028 avec laquelle on pourrait avoir ce véhicule-là et qui pourrait aller chercher un marché que les autres constructeurs n'iront pas nécessairement chercher. Donc, ça peut être intéressant aussi. Qu'est-ce qui est intéressant aussi chez Infiniti, c'est qu'on parle de... pas calquer, mais un peu s'inspirer du modèle de chez Toyota, puis d'avoir par exemple, le Xterra qui va être bâti sur un châssis en échelle, on pourrait avoir un camion de luxe. Oui, parce qu'en termes de coût de développement, c'est des cacahuètes. Oui, exactement. Donc, pourquoi se priver d'aller chercher des véhicules très rentables et qui pourraient faire du volume et faire justement rouler un peu plus le réseau Infiniti qu'on a des 4x4 très dispendieux avec des intérieurs un petit peu plus cossus, par exemple. Est-ce qu'on peut se permettre d'appeler ça un QX Terra? On va voir. Il est en feu, mesdames et messieurs. Mais je pense qu'on ne l'utilisera pas parce que c'est Nissan, mais moi, je vais l'appeler de même QX Terra pour l'instant, mais ça va être l'équivalent de qu'est-ce qu'on va aller chercher là, du côté de chez Lexus, par exemple, qu'on pourrait aller chercher chez Toyota, mais d'une manière ou d'une autre. Ce sont les nouvelles que je vais vraiment là, tremper l'orteil dedans pour du côté de chez Nissan, parce qu'après ça, Antoine, la semaine prochaine, va pouvoir nous parler beaucoup plus de son entrevue avec les responsables de ces marques-là et savoir un peu la direction et comment qu'on compte vraiment tout mettre ces plans-là en action et avec les tarifs et contre-tarifs, parce que justement, Nissan veut que 80% de ses véhicules soient faits aux États-Unis. Là. On veut aller chercher, on veut réouvrir les chaînes de production, les lignes de production pour aller faire ces utilitaires-là. Puis là, ça va avoir malencontreusement un effet chez nous si la situation demeure telle qu'elle est.
Parlant de véhicules bâtis sur un châssis en échelle, Jimmy, il s'appelait Jimmy. Hein, on avait parlé du GMC Jimmy souvent. Même Antoine a pété une coche la semaine dernière à propos de qu'est-ce qui se passe chez GM, on fait rien. Ben là, ce n'est pas confirmé par la marque, évidemment, faut le mentionner, mais il y a des sources très fiables chez GM Authority qui se sont entretenues chez des sources à l'interne qui ont confié que GM n'allait pas rester à regarder la parade des 4x4 sur châssis en échelle et puis que le Jimmy serait sur le point de pas se pointer là, mais de faire peut-être ses premières images, peut-être qu'on va voir un feu arrière dans une photo floue et dire something is coming ou ben what's up Jimmy, hein, ça pourrait ça pourrait être quelque chose comme ça, mais tout pour dire que ce sont des nouvelles en rafale qui se suivent pour des marques qui veulent vraiment aller chercher l'engouement et aller chercher la rivalité avec les Wrangler, les Broncos, etc. Encore une fois, c'est ça qu'ils ont en ce moment, c'est ça qui est rentable. Et paradoxalement, développer un véhicule à châssis séparé, ça coûte pas extrêmement cher. Ouais. Contrairement à une monocoque. T'as un petit pick-up, là. T'as un Colorado. Vas-y. Donc, c'est ça, là. C'est vrai qu'Antoine avait raison de dire, mais qu'est-ce que GM attend, quoi? Voilà. Apparemment, ils attendent plus. Supposément. Supposément, apparemment, on va voir. Peut-être, éventuellement. Mais, probablement. On va avoir quelque chose pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est sûr, à propos de ça. Parlant de 4x4 sur châssis en échelle qui sont très dispendieux, on va faire un retour cette semaine sur la nouvelle de la taxe d'assises sur l'essence, dont on va avoir un petit break durant l'été. Évidemment, c'est un sujet très délicat parce que c'est une mesure qu'on va retirer essentiellement 10 sous. J'aime pas ça. Je veux pas dire que ça va retirer 10 sous sur le prix du litre parce que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. C'est peut-être une mesure administrative que 2,4 milliards de dollars va se retrouver dans les poches des pétrolières. Par contre, peut-être qu'on va voir le prix de l'essence dans un esprit plus optimiste, baisser avant l'été ou pendant l'été, parce que de 20 avril jusqu'au 7 septembre, on n'aura pas ce 10 sous de taxe d'assises-là qu'on a actuellement sur l'essence. Voilà, ça, c'est la seule certitude qu'on a, c'est que cette taxe-là est retirée. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent changer au jour le jour, la fermeture, la réouverture du détroit d'Ormuz, tout peut changer 3 fois en 24 heures. Ouais. Donc regarde, c'est probable, on aura probablement ce 10 sous là dans nos poches, mais oui, et sous quelle mesure? Et tu regardes qu'est-ce qui est arrivé, on ferme le détroit d'Ormuz, selon la Régie de l'énergie, je pense que en moyenne notre essence a augmenté de 30 sous. Nous, ce sont des réserves qu'on avait déjà, donc on n'a pas payé pour la fermeture du détroit d'Ormuz. Ça, c'est la règle générale partout dans le monde. Absolument. Dès qu'il y a un problème, les prix montent vite. C'est ça. Et une fois que le problème est réglé, les prix redescendent très lentement. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te dire, c'est à cause des stocks, mais les stocks, ils sont à 30 et 60 jours. Donc, normalement, quand le problème est réglé, le prix devrait être répercuté directement dans les 30 à 60 jours. En fait, on sait que ça prend beaucoup plus de temps. Chez nous, cette essence-là vient pas, c'est pas ça. On paye quand même plus cher. Alors là, les gens décident, ceux qui peuvent peut-être épargner un peu, faire moins de déplacements, essayer d'épargner de l'essence. Mais les pétrolières font quand même énormément d'argent parce que la marge de profit sur l'essence qui était déjà en stock est encore énorme, beaucoup plus grande. Énorme. Donc, regardez, là, c'est la période des rapports de revenus pour les entreprises. Là, vous allez voir les entreprises pétrolières, tous leurs revenus ont augmenté, même si les gens désiraient réduire leur consommation. Non, mais il ne faut pas chercher à comprendre les variations du prix de l'essence. Ils vont toujours venir avec une explication, mais cette explication, dans les faits, ne tient pas. Ouais. Donc, regarde, maintenant, faut accepter. Et puis, on s'est obstiné souvent ici, puis avec tout le monde, c'est une discussion qui ne termine plus. Pourquoi qu'on subventionne les véhicules électriques? On donne un break aux consommateurs pour qu'on puisse acheter des véhicules électriques. Là, on est peut-être en train de subventionner des pétrolières parce qu'on enlève ce 2,4 milliards-là. Et de toute façon,
ils vont peut-être augmenter leur prix, l'essence d'été va arriver, etc. Oui, voilà. La différence, c'est quand on subventionne les véhicules électriques, ben au moins on a de l'air propre qui vient avec et l'argent reste au Québec parce que c'est Hydro-Québec qui vend l'électricité. Et voilà. Donc, on n'est pas d'un bord ou de l'autre, mais c'est à réfléchir. Là. Pensez-y bien de qu'est-ce qui peut arriver. C'est très juste. Et j'espère ne pas avoir raison et que pour jusqu'aux vacances de la construction, payer mon essence un petit peu moins cher, ça pourrait être cool. Ça serait mais sympa. je fais pas confiance aux pétrolières de cette manière-là. Encore un véhicule qu'on attend, c'est un mot très rapide sur celui-là, c'est le Ford F-150. J'en parle aujourd'hui parce que c'est un véhicule très, 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 très important. Un petit peu beaucoup quand même. Et puis chez Ford, on sait que chez GM, en fait, les nouveaux moteurs, par exemple, les nouvelles camionnettes Sierra Silverado sont planifiées pour 2027. Absolument. Parce qu'on a annoncé dans la Corvette, on a parlé de la Corvette Grand Sport, a sonné un peu l'arrivée des nouveaux moteurs, la nouvelle génération de moteurs V8. Donc, forcément, une nouvelle génération des Silverado et Sierra devrait se jumeler avec ces moteurs-là. Je trouve que les approches sont très différentes ou je m'attends à ce que les approches soient très différentes du côté de chez Ford que du côté de chez GM parce que là, on parle de la nouvelle F-150 en 2029. Absolument. Donc, c'est beaucoup plus tard que les deux camionnettes ou les deux principales camionnettes, là, les deux rivaux principaux de la F-150. Puis aussi, du côté de chez Ford, on a parlé de plateforme de véhicules électriques, on a parlé d'une camionnette intermédiaire électrique, une petite camionnette électrique. On a parlé également des collaborations avec les Chinois. On a parlé d'un retour possible du F-150, pas du F-150 Lightning parce qu'il ne sera pas appelé comme ça, mais d'une camionnette plein format électrique. Alors que du côté de chez General Motors, c'est comme complètement... On arrive avec des moteurs LS un petit peu complètement différents comme dans les premiers balbutiements. Ça va être intéressant de voir ça va être quoi avec les réglementations qui sont un petit peu assouplies environnementales du côté des États-Unis. Quelle approche Ford et GM vont prendre chacun de leur côté pour vendre ces véhicules-là qui sont les plus importants, là, qui sont les tellement importants, les plus rentables. Non, il y a une grosse réflexion en termes de stratégie parce qu'effectivement là, Ford avait été parti le premier sur l'électrification, ça n'a pas été la réussite espérée. Donc je pense qu'il doit y avoir beaucoup de remises en cause et c'est pour ça que le F-150 arrivera un petit peu en retard par rapport à ce qui était prévu originalement. Ouais, c'est ça. Et puis, ensuite, voir aussi l'approvisionnement, parce que aux États-Unis, l'approvisionnement sur l'aluminium, l'approvisionnement des composantes, etc., pour faire j'ai assisté dans des réunions éternelles là, en visioconférence avec les gens de Ford qui nous expliquent qu'on essaie d'améliorer nos techniques d'assemblage, d'améliorer nos chaînes de production, d'améliorer nos chaînes d'approvisionnement, d'améliorer... Alors, tout ça... Pour la camionnette qui se vend le mieux, ça sont des décisions qui sont très, très, très importantes. Qui fait essentiellement vivre la compagnie. Qui fait essentiellement vivre la compagnie, qui, en ce moment, c'est ça, un peu comme tout le monde. Donc, les enjeux sont importants. Oui. Parlant de chaîne d'approvisionnement et d'assemblage, Toyota a... je pense, réitérer son engagement au Canada, ce qui est une bonne nouvelle, somme toute. On n'investit pas dans une nouvelle ligne d'assemblage, on n'investit pas dans un nouveau modèle tout de suite. On investit 300 millions de dollars dans un siège social, plus de bureaux, plus de départements, là, si on veut, qui vont rester chez nous. Mais encore plus important que cette annonce-là, qui est très corporative chez Toyota, on forme une alliance avec Honda au Canada. Et cette alliance, ça s'appelle l'Association canadienne de l'industrie manufacturière du Pacifique, ACIMP, et c'est essentiellement Toyota et Honda qui ont deux empreintes manufacturières dans le sud de l'Ontario, qui s'associent ensemble parce que c'est tough en tabarnouche en ce moment. Ils ont besoin de faire un petit peu de lobbying. Ouais. Alors, un peu de lobbying, une association qui va avoir un effet de levier vis-à-vis non seulement le gouvernement canadien, mais vis-à-vis aussi les syndicats, s'il y a lieu à un moment donné, parce que on sait que ces entreprises-là sont pas impliquées là dans les syndicats ne sont pas impliqués, mais avoir aussi une puissance d'achat entre les deux. Je pense que cette association-là au Canada va apporter un peu de bénéfices là pour être capable de garder l'empreinte manufacturière chez Toyota et chez Honda. On en parle souvent, mais elle a été fortement menacée dans la dernière année à cause des tarifs. Donc voilà. Évidemment,
il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ces chaînes de production-là, mais pour le moment, on n'a pas annoncé qu'on envoyait quoi que ce soit de l'autre côté de la frontière. Toyota aussi, en plus de son siège social, rajoute, si je ne m'abuse, 2 centres de distribution de pièces dans l'ouest du Canada. Oui, encore là, encore un signe qu'on essaye de consolider, on essaye d'améliorer les choses vont bien. Les façons où est-ce qu'on fait passer les pièces d'un côté à l'autre, c'est un symptôme ou un bénéfice là, Toyota de l'amélioration. Vend beaucoup de voitures. À un moment, il faut qu'ils aient aussi une chaîne logistique qui soit appropriée derrière. Donc, c'est quand même très bon signe. On a parlé de Leapmotor. Il n'y a pas si longtemps de ça. Leapmotor, c'est une entreprise, un constructeur chinois dont Stellantis est propriétaire à 20%. Exactement. 20% de part de ce... Puis là, évidemment, l'annonce dont on a parlé la dernière fois, c'était Leapmotor pourrait assembler des véhicules dans l'usine de Brampton, en Ontario, et pourrait être l'un des premiers à s'installer. BID également, BYD est dans la course. Mais le fait que Stellantis a déjà une empreinte manufacturière et déjà une part de Leapmotor, ce constructeur-là, ça facilitait les choses. Et puis, il y a une proposition qui a été mise sur la table par Leapmotor. C'était de venir assembler des véhicules, mais qui sont comme qu'est-ce qu'on appelle des voitures kit, là, tu sais, des CKD. Des CKD, merci. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'industrie. On a vu ça avec la Beetle dans les années 50. Mais même avant, ça date des années. Ça date des années 10. Ford envoyait des CKD un peu avec ses modèles T partout à travers le monde. Dans des endroits où est-ce qu'il n'y avait pas d'approvisionnement pour les composantes. Alors ça, c'est la clé. Au Canada, il y a de l'approvisionnement pour des composantes, mais la clé là-dedans, c'est que Leapmotor a proposé d'arriver avec ces kits-là. En fait, ce sont comme des meubles Ikea, si je peux me permettre. Ça arrive dans une boîte, toutes les composantes sont là et elles sont assemblées sur place et on peut dire que c'est assemblé au Canada. Évidemment, à la place de prendre 2 à 3 000 employés pour une chaîne de production normale pour un Compass, ça va prendre 2 à 300 employés pour faire le même type de production. C'est ça. Alors, le syndicat Unifor a dit « no way » et le gouvernement du Canada a dit « no way ». Et chez Stellantis, ils n'ont pas eu de commentaire encore à ce sujet-là parce que c'est quand même assez corporatif. Il faut garder ça, que c'est Leapmotor, puis etc. Mais selon les représentants d'Unifor, on a entendu qu'on dit ça ne fonctionnerait pas comme ça. Et du côté du gouvernement du Canada, la ministre Joly a dit elles vont être soumises aux mêmes droits et aux mêmes conditions que des véhicules qu'on importerait directement de la Chine parce qu'elles sont pas dites, elles sont assemblées finalement ici, mais elles ne font pas de la même manière que les autres constructeurs. Et ça serait vraiment pas juste pour les autres constructeurs qui sont là, qu'on a parlé, Toyota, etc. Encore une fois, derrière, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer des revenus pour le Canada. Si c'est juste pour devenir une entreprise d'assemblage, comme tu dis, assemblage final de meubles Ikea. C'est pas très très intéressant, mais il faut constater que actuellement Stellantis pousse Leapmotor un peu partout. Il y a des rumeurs en Europe qui diraient que certains produits Opel et Alfa Romeo pourraient devenir des véhicules électriques venant de chez Leapmotor. Donc on sent que Stellantis pousse beaucoup cette option-là et veut valoriser au maximum les 20% qu'ils ont investi. Oui, parce qu'avoir une part de cette entreprise-là, ça devient un bénéfice. C'est intéressant pour le moment, mais ça peut devenir un couteau à double tranchant sur le moyen-long terme. Donc, c'est un pensez-y bien. Mais je peux dire que les employés à Brampton se disent que c'est le temps qu'on me passe à autre chose. Qu'on me passe. Wow! Voilà. OK, prochaine nouvelle. On parle d'une nouvelle assez cocasse, en fait, pendant qu'on est dans les constructeurs chinois. Un constructeur chinois qui a breveté une technologie pour avoir une toilette. Oui. Une chiotte
dans un véhicule. Et pas n'importe où. Pas n'importe où, parce que ça serait en dessous d'un siège qu'on pourrait coulisser, ou bien pas coulisser, mais comme escamoter, là, si on veut, vers l'arrière pour avoir cette toilette-là. Pour ceux qui nous regardent en visio, on voit les plans qui ont été soumis au bureau des brevets là en Chine. Et si vous regardez la bolle en question, si vous avez déjà voyagé en Asie du Sud-Est, vous connaissez ce type de toilette-là. C'est la selle où est-ce qu'on s'accroupit littéralement parce que les deux côtés, c'est pour mettre ses pieds. Exactement. Et puis, ben, on s'accroupit. C'est un type de toilette qu'on retrouve souvent dans ce coin-là. En Europe, on appelle ça les toilettes à la turque. Bon, ben, voilà. Donc, je savais pas, je connaissais pas ça. Mais, on voit les rails ici, puis on serait capable de bouger ce siège-là pour avoir une toilette. Écoute, ça me ferait de parler de ça parce que c'est assez surréaliste. L'entreprise s'appelle Ceres. En fait, c'est des véhicules qui sont déjà commercialisés en Chine parmi tous les autres constructeurs chinois qui vendent des véhicules, mais d'avoir un brevet, là, on voit le Aito 9, là, qui est un utilitaire qui ressemble à pas mal tous les utilitaires qu'on connaît. On regarde en arrière, ça ressemble un petit peu à un Mercedes. Je pense on s'est inspiré des lignes de certains utilitaires allemands, même les poignées, hein, c'est fou. En fait, cette toilette-là viendrait avec un réservoir, un système qui ferait la déshydratation des déchets, etc. Ouais. Puis on pourrait aller vider ça éventuellement, un peu comme dans un camping-car, là, ou un peu comme dans un VR, plutôt aussi. Là, j'ai utilisé le terme français, mais un véhicule récréatif, c'est un terme français aussi, mais c'est différent. Puis, dans un véhicule. Là, la mise en garde, si vous avez des passagers dans le véhicule, c'est un petit peu weird. Même si vous êtes seul dans le véhicule, c'est un petit peu weird. Puis évitez de faire ça en conduisant. Et pour terminer, apparemment qu'elle pourrait être activée par commande vocale. Alors, évidemment, il doit y avoir une app quelque part sur ton téléphone. Je me demande quelle commande vocale qu'on va utiliser. Peu importe. Et si vous ne croyez pas, on n'est pas le 1er avril, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, restez à l'affût des nouvelles de numéro 2 en voiture dans des brevets remis par des constructeurs chinois. Donc, au retour, on va parler de la Dodge Charger avec Hugues Gonneau. Le guide de l'auto. Hugues, la dernière Dodge Charger que j'ai conduit portait le nom de Daytona, mais c'est un véhicule totalement différent de ce qu'on a vu dans le passé avec Daytona. Mm-hmm. C'est un véhicule électrique qui n'a pas été très, très populaire, mais je suis sûr que aujourd'hui, tu vas nous parler de la Charger avec quelque chose qui va peut-être être un petit peu plus de gaz. Ouais, on va revenir un peu aux origines du modèle. Oui, absolument. Alors, qu'est-ce que la Dodge Charger ? Une concurrente de la Mustang ou de la Thunderbird ? Une auto sportive ou une auto luxueuse ? Les dirigeants de Dodge l'ont voulu un peu des deux et c'est peut-être pour cela qu'elle a connu quelques difficultés à trouver sa place sur le marché à l'époque. Donc, parle-nous donc des raisons qui ont mené à Dodge à développer cette Charger-là. Lorsque Plymouth présente la Barracuda le 1er avril 1964, les concessionnaires Dodge n'ont rien d'équivalent à offrir et exigent leur propre version. Leur pression s'intensifie quand, le 17 avril suivant, Ford lance la Mustang. Mais ni le PDG de Chrysler, Lynn Townsend, ni le directeur général de la division Dodge, Byron Nichols, ne voient autre chose dans ces deux modèles que des véhicules de niche et considèrent que cette niche sera rapidement comblée. Pas question d'y ajouter une version Dodge. Mais devant le succès de la Mustang, Townsend et Nichols cèdent et décident à l'été 64 de lancer une riposte, non pas sur la châssis A compact des Valiant Barracuda, mais plutôt sur le châssis B intermédiaire des Coronet. Ce que Nichols envisage, c'est une concurrente à la Thunderbird. Il aurait déclaré à l'époque « Donnez-nous une voiture à mi-chemin entre la Barracuda et la T-Bird et nous aurons un gros morceau du marché pour nous tout seuls. » Encore faut-il savoir à quoi cette auto va ressembler. Ben là, justement, on a fait un design spécifique à ce véhicule-là. Alors, courant 1963, la marque prépare ses nouvelles intermédiaires pour le millésime 66, qui doivent être présentées à l'automne 1965. À l'été, le designer Carl Cameron travaille sur une variante bicorps fastback qu'il nomme Monte Carlo. Ce type de carrosserie, tombé en désuétude au début des années 50, est en train de connaître alors un regain d'intérêt.
Studebaker vient de lancer l'Aventry, Chevrolet la Corvette, Ford la Galaxy 500 Fastback et Mercury la Marauder. Ces deux dernières ne sont pas de vrais fastback, mais en portent le nom. D'autres marques en préparent aussi, Ford Mustang pour 1965 et Oldsmobile Toronado pour 1966. L'idée de Cameron est d'utiliser un maximum de pièces existantes tout en rendant le modèle suffisamment exclusif. Le dessin de la descente de toit, de la vitre arrière et des vitres latérales demandera beaucoup de travail, les ingénieurs en carrosserie s'immisçant dans le processus afin de s'assurer que l'ensemble puisse être produit en série. La forme des feux connaîtra également de nombreuses itérations, les ingénieurs n'étant initialement pas chauds pour installer des phares rotatifs à l'avant. Ils mettront plusieurs redondances manuelles pour ne pas manquer d'éclairage la nuit. La direction sera finalement séduite par ce long bloc monolithique à l'avant. Wow. L'ouvrage est bien avancé fin 1963, mais il reste encore beaucoup de détails à régler. Et donc, à l'été 1964, sous la pression des concessionnaires, le projet Monte Carlo passe de sous-série de la Coronet à modèle à part entière et prend le nom de Charger, déjà utilisé pour un concept exposé durant la saison 1964, afin de révéler le moteur 426 MI basé sur une Polara. En février 65, le concept Charger 2 est présenté aux visiteurs du salon de l'auto de Chicago. Les lignes sont exagérées à l'arrière, mais il offre malgré tout un assez bon avant-goût du futur véhicule de production, également à l'intérieur. Dodge explique qu'il ne s'agit que d'un concept et que si la réaction du public est positive, il sera fabriqué en série. En réalité, le style de la Charger est alors déjà figé et la commercialisation est prévue pour janvier 1966. On regarde le design de la voiture du devant avec l'espèce de look rasoir électrique. Là, ça c'est vraiment. Ouais. Il y a beaucoup de constructeurs qui se sont inspirés de ça par la suite. Par la suite, absolument. Présente-moi donc la gamme là, de Charger 1966. Alors pour $3 122 US ou $3 785 canadiens, l'acheteur d'une Charger bénéficie d'un V8 de 318 pouces cubes, 5,2 litres, développant 230 chevaux, d'une planche de bord exclusive à éclairage électroluminescent avec une instrumentation complète, de 4 sièges baquets, rabattables à l'arrière, séparés par une longue console centrale comprenant le levier de vitesse. Par rapport aux $2264 US d'une Coronet de base 6 cylindres, la Charger est plutôt une bonne affaire, d'autant qu'elle offre une belle finition intérieure. En option, le client peut ajouter une horloge, la climatisation, la direction et les freins assistés, un différentiel à glissement limité, une suspension renforcée, un ensemble de remorquage, la radio, les vitres électriques et des ceintures de sécurité, parce que oui, nous sommes en 1966. Oui. Côté train roulant, 3 moteurs sont disponibles contre supplément, un 361 pouces cubes de 265 chevaux, un 383 pouces cubes de 325 chevaux, et le nouveau 426 pouces cubes Street EMI de 425 chevaux. Sur le papier, il faut le rappeler, dans la réalité, ça en fait beaucoup plus. Oui. 2 transmissions optionnelles sont proposées, une manuelle à 4 rapports, sauf sur le 318, et une automatique Torque Flight à 3 rapports. Bref, de quoi faire un cruiser luxueux ou une bête de drag strip. Si la Charger n'a pas de haillons, elle s'avère cependant très pratique. En plus du coffre, il y a un volume de chargement derrière les sièges arrière. Une fois la paroi de séparation baissée, comme sur la Barracuda, on peut placer des objets allant jusqu'à 7 pieds et demi. Un aspect très apprécié par le guide de l'auto dans sa toute première édition de 1967. Le modèle essayé, une Charger 383 automatique avec frein à disque et suspension renforcée, se démarque aussi par son comportement routier et sa stabilité à haute vitesse. À la fin de l'année modèle, Dodge a produit 37 344 exemplaires, un résultat que la marque trouve encourageant du fait d'une commercialisation tardive. Mais pour comparaison, Ford fabrique en 1966 607 568 Mustang et 69 176 Thunderbird. Très cher, le moteur EMI ne connaîtra qu'une diffusion extrêmement limitée. Et puis, ce moteur-là, celui que tu as mentionné tantôt, il n'avait pas toute la puissance, ou il y avait beaucoup plus de puissance. Dans la réalité. Dans la réalité. Hein, 425 chevaux, c'était sur le papier. 400, c'est ça, hein, ouais. Ça, c'est intéressant. Le modèle, en 1967, là, on évolue, mais pas tant que ça. Là. Oui, tout à fait. Alors, à l'extérieur, un rappel de clignotant est greffé sur le haut des ailes, alors qu'un toit en vinyle sera offert en cours d'année. À l'intérieur, le dessin des sièges et de la console centrale est revu. De nouvelles couleurs sont proposées. Côté moteur, les changements sont plus conséquents. Le 318 pouces cubes est révisé mais développe toujours 230 chevaux. Le 361 pouces cubes est remplacé par un 383 de 270 chevaux, tandis qu'un 440 pouces cubes
de 7,2 litres, développant 375 chevaux, est ajouté. Des freins à disque peuvent être commandés en option. Mais le millésime se termine par de mauvais chiffres. Seulement 15 788 exemplaires fabriqués. Peut-être que la concurrence interne de la nouvelle Coronet RT ou de la Barracuda redessinée y est pour quelque chose. Peut-être aussi que les lancements des Chevrolet Camaro, Pontiac Firebird et Mercury Cougar ont eu un effet. Qu'importe, la nouvelle Charger 1968 est prête. Mais là, c'était compliqué, là. Rendu pour ce modèle-là, on est beaucoup plus compliqué que le modèle précédent. Oui, alors les premiers croquis du modèle 68 ont été réalisés avant même que le modèle 66 ne soit commercialisé. L'histoire se joue entre 4 hommes. Le designer Richard Sias, parti de chez GM pour entrer chez Chrysler en 1963, William Brownlee, le responsable du design de Dodge, Elwood Angel, le vice-président du design de Chrysler, et Burton Baukamp, responsable de la planification produit de Dodge. Alors, Sias dessine plusieurs croquis début 65, inspirés de l'aéronautique. Il est transféré au studio chargé des châssis B pour les concrétiser. Là, il travaille avec plusieurs designers et modeleurs et réalise une maquette en argile. Brownlee la déteste et demande qu'elle soit détruite. Mais son patron, Angel, directeur de tout le design de Chrysler, lui, l'adore. Il apprécie le croisement des volumes des deux ailes sur les portes, une caractéristique que les designers vont appeler double diamant. Brownlee plie et le projet va de l'avant. Le traitement de l'arrière est une autre source de conflit. Baukamp ne veut plus entendre parler d'un fastback, plus compliqué et plus cher à industrialiser selon lui. Brownlee continue à favoriser ce style. Un compromis est finalement trouvé avec des piliers C étirés entourant une vitre arrière conventionnelle, à la manière des Pontiac Tempest coupés et GTO de 1966-67. Le projet est validé par la direction de Chrysler à la fin de l'été 65. Ben oui, on le voit là justement, ça pourrait être un véhicule très ordinaire avec la lunette arrière, mais là ça a été rallongé. Ça a été étiré pour créer cette impression. Pour retenir la neige au Québec. On regarde ça, c'est assez... déneiger, ça devait de la job. Ouais. Quand est-ce qu'on a présenté la deuxième génération de la Charger? La seconde génération de Charger est présentée à la presse en juin 67. Elle repose encore sur le châssis des Coronet, également restylé pour 1968. Si elle perd en fonctionnalité, la Charger est cependant moins chère qu'en 1970, $3 014 US ou $3 895 canadiens. 5 moteurs sont disponibles, le 318 pouces-3 de base, 230 chevaux, puis le 383 en 290 ou 330 chevaux, le 440 Magnum, 375 chevaux, et le 426 toujours à 425 chevaux. En cours d'année, un 6 cylindres 225 pouces-3 de 145 chevaux sera ajouté. La boîte manuelle à 3 rapports pour les blocs d'entrée de gamme ainsi que la manuelle à 4 rapports et automatique à 3 rapports sont toujours au programme. Une nouvelle version est greffée à la gamme, la RT pour Road Track, ne pas confondre avec le magazine Road & Track. Elle vient de série avec le 440 Magnum, la boîte automatique, l'échappement double, les freins à tambour renforcés, une suspension sport et des bandes décoratives. Et il est toujours possible de puiser dans une longue liste d'options. Dans son édition 1966, le guide de l'auto essaye une Charger 383 pouces-3, 330 chevaux automatique avec frein à disque, autobloquant et suspension renforcée. L'auto est appréciée pour sa tenue de route, son confort et son habitabilité, mais perd des points au niveau du freinage, de l'insonorisation et du cendrier mal placé. Bah oui, on est en 68 et ça fumait pas mal dans les voitures. L'essai se conclut sur ces mots. Après 500 000, nous en sommes venus à la conclusion que cette voiture était beaucoup plus qu'une rivale de la Thunderbird, que des Mustang et Firebird. On y revient. Là encore, la Charger se cherche, mais les acheteurs sont séduits, notamment par les lignes exceptionnelles, et la production est multipliée par 6 par rapport à 1967, avec 78 526 exemplaires. Et non, cela n'a rien à voir avec son apparition dans le film Bullitt, parce que le film est sorti en octobre 1968, soit après le début du millésime 69. Ouais. Wow, l'appellation RT, ça a duré dans le temps. Hein, tout ça, là, on l'a revu à plusieurs reprises, évidemment, on le voit encore aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de nouveautés pour le millésime 1969. Oh que oui. Et les deux plus grosses proviennent du monde de la course. Alors, si les modèles 66-67 ont connu des succès modérés en NASCAR, le modèle 68 s'est révélé moins performant. La faute en est à une aérodynamique peu adaptée aux grandes vitesses. La calandre renfoncée et l'arrière, qui n'est pas un vrai fastback, crée des turbulences. Ah, voilà. Pour remédier à cela, Dodge puise dans sa banque d'organes et installe une calandre de Coronet affleurante à l'avant.
À l'arrière, la tôlerie est modifiée et la vitre suit maintenant le profil du pilier C, impliquant un couvert de capot plus court. Le modèle est nommé Charger 500 et vient soit avec le 440 Magnum, soit avec le 426 Semi. Pour être homologué en NASCAR, il doit être produit à 500 exemplaires. Dodge parviendra à s'en sortir et n'en fabriquera que 392 chez un spécialiste de petite série. Présentée en février 69, la 500 se montre plus rapide et plus stable, mais pas encore à la hauteur des Ford Torino Talladega et Mercury Cyclone Spoiler 2. Heureusement, Dodge a une arme secrète. Dès la fin 68, la marque travaille sur une version spéciale ultra aérodynamique à partir de la Charger 500. Durant 14 semaines, des maquettes à l'échelle 3/8 sont testées dans la soufflerie de l'université de Wichita, dans le Kansas. Ces essais aboutissent à un nouveau museau pointu de 45 cm de long, avec des flecteurs intégrés et un aileron de 58 cm de haut. Le fait qu'il n'interfère pas à l'ouverture du coffre est un bonus, mais à ce stade de développement, Dodge n'en avait absolument rien à faire. L'aileron est ajustable sur 12 degrés d'inclinaison. Les écopes installées sur les ailes avant ont été présentées comme permettant d'augmenter la course des roues. En fait, elles servent à évacuer la surpression qui peut s'accumuler dans les arches de roues. L'auto est prête pour septembre 69 et prend le nom de Charger Daytona. Les Daytona vont s'avérer très rapides et très stables en course, mais en arrivant tard dans la saison, elles ne pourront pas stopper l'hégémonie de Ford, qui remportera le titre. Afin d'être homologuées, les Daytona seront produites chez Creative Industries à 501, 503 ou 505 exemplaires selon les sources. Elles pouvaient soit recevoir le 440 Magnum, soit le 426 Semi. Ces autos sont aujourd'hui mythiques, mais à l'époque, Dodge a eu toutes les difficultés du monde à les écouler. Jugées trop chères et pas vraiment belles, certaines mettront des années à quitter le stationnement du concessionnaire. Ce qui n'est pas le cas des autres modèles 1969. Dodge parvient à en produire 89 199 exemplaires, à peine moins que l'année précédente. Alors, les évolutions sont relativement limitées. Il y a une séparation centrale qui est ajoutée sur la calandre, alors que les demi-bandeaux remplacent les optiques rondes à l'arrière de la carrosserie. Les réflecteurs latéraux deviennent rectangulaires. Des couleurs high impact et de nouvelles options sont disponibles. Toit ouvrant, réglage de siège manuel selon 6 directions, porte-bagages de coffre, etc. Dodge propose aussi un ensemble Special Edition, ou SE, qui comprend le Volosport en faux bois, siège avant en cuir et vinyle, tableau de bord en simili-bois et éclairage de courtoisie. Il peut être installé sur les Charger et Charger RT. L'offre des moteurs n'évolue pas. Quand on voyait la Daytona tantôt, c'est quand tu l'expliques comme ça, on voit que la Charger, c'était une catastrophe d'aérodynamique. Et puis le nez a pratiquement juste été mis devant. Mais c'était littéralement ça. Mais pour arriver à ce dessin-là, comme tu as pu le voir, il y a eu beaucoup de tests en soufflerie. Ah ouais, c'est épouvantable. Mais puis en plus, un char qui se vendait pas au début, puis maintenant, en trouver en voir un, c'est une épave, ça vaut $1 million. C'est un safari, là. C'est quoi les changements pour la millésime 1970? Alors pour 70, la calandre avant adopte un pare-choc périphérique et une double bande de chrome sur toute la longueur. Les feux arrière sont installés dans un pourtour chromé unique. Les modèles RT reçoivent une écope d'air inversée sur les portes. Une nouvelle version 500 est ajoutée à la gamme. Elle n'a rien à voir avec la 500 destinée à l'homologation NASCAR de 1969. Il s'agit en fait d'une variante mieux équipée de la Charger de base, située sous la RT. Côté mécanique, le moteur émis reçoit des poussoirs hydrauliques, les taux de compression sont abaissés et la boîte manuelle bénéficiait d'un levier Hurst Pistol Grip. La nouveauté la plus significative est l'apparition d'une version 6-pack du 440 dotée de 3 carburateurs double corps Olé développant 390 chevaux. La Daytona n'est pas reconduite car Plymouth a promis à Richard Petty d'avoir sa propre Win Car pour la saison 1970 pour le faire revenir de chez Ford et ce sera la Plymouth Roadrunner Superbird. Le vent commence tranquillement à tourner sur le marché. La pression gouvernementale se fait plus forte, le prix des assurances augmente. Pour 1970, la Charger voit sa production baisser de près de 45%. Le lancement de la nouvelle Dodge Challenger, qui vient enfin concurrencer la Mustang, n'a pas dû aider son cas. Avec 288 712 exemplaires produits, dont 1537 équipés du 426 Semi, les deux premières générations de Charger sont une goutte d'eau dans un océan de Mustang. Malgré tout, la carrière de la Charger continuera encore longtemps. Elle sera restylée pour le millésime 71, puis en 1975 quand elle deviendra la cousine de la Chrysler Cordoba, pour enfin devenir une traction avant basée sur la Dodge Omni de 1982 à 1987, et il y aura eu même des Charger Shelby, si vous vous souvenez.
Progressivement, la Charger obtiendra un statut de véhicule culte. Hollywood n'y est certainement pas pour rien. Wow, merci pour cette chronique. J'ai appris des affaires à propos de la Charger. Tant mieux. Merci, Hugues. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Hugues, tu as été propriétaire de plusieurs Subaru. Tu l'es encore. Absolument. Moi également, j'ai eu des WRX, des Legacy Outback, dans le temps quand on appelait ça Legacy Outback, des Wagons, des ci puis des ça. Subaru a une histoire d'amour avec le Québec, ou le Québec a une histoire d'amour avec Subaru. On vend pratiquement toutes les unités de tous les véhicules, tu sais, puis il y a très peu de publicité. Si vous regardez la télévision, vous regardez l'Internet, il n'y a pas tant de publicité Subaru que ça. On adore les Subaru pour plusieurs raisons. L'image aventurière qu'elle projette, la fiabilité, somme toute, quand même, on a une empreinte de fiabilité avec Subaru, hormis quelques petits bobos qu'on a très bien acceptés au Québec. Puis aussi, la capacité, le rouage intégral. C'est permanent. Permanent, là. Faut le dire. C'est ça chez nous, c'est quelque chose qui fait comme totalement la différence. Ça a été ça l'argument principal, c'est un système permanent. Ouais. Et ça fait la différence chez nous. Beaucoup de véhicules rivaux au Subaru Crosstrek qu'on parle aujourd'hui, l'essai que j'ai fait, Crosstrek hybride, vont avoir des semblants de rouage intégral, des systèmes qui se désactivent. Ouais, c'est ça, exactement. Des systèmes réactifs. Désactiver la majorité du temps et qui s'activent des fois un petit peu trop tard d'une manière très différente. Ce que les Anglais appellent des too-late drive. J'aime ça. J'ai jamais entendu des too late drive when it's too late. Exactement. Alors, la Subaru Crosstrek a eu son modèle hybride finalement parce que chez Subaru, on ridait un peu la vague pendant longtemps avec ce véhicule-là, ou même on pourrait parler de l'Impreza. On avait des moteurs qui étaient plutôt vieillissant. Et maintenant, dans les segments des utilitaires compacts et sous-compacts qu'on parle avec la Crosstrek, c'est quasiment essentiel ou c'est essentiel d'avoir un modèle hybride. Évidemment, on a essayé, c'est la 3e fois qu'on a une Crosstrek hybride. On a eu en 2014, on a eu un hybride aussi en fichable, on a eu... et ça n'a pas été des succès. Non. Du côté de ce véhicule-là. Des véhicules que tu vois, des vieux Crosstrek hybride, on n'en voit pas souvent sur la route. C'était des véhicules qui étaient chers, qui n'étaient pas nécessairement efficaces. En fait, ça n'a pas vraiment fait son chemin. Et là, en anglais, third time's a charm, peut-être que ça va être la bonne, parce que justement, le véhicule que j'ai essayé, un peu plus performant, quelques chevaux de plus que le véhicule régulier. Hein. On a évidemment le même rouage intégral. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans la Crosstrek, c'est qu'on a gardé le mécanique essentiel qui va avec le rouage intégral à prise constante, parce qu'on aurait pu, je pense pas que chez Subaru on aurait fait ça, mais on aurait pu y aller avec un moteur électrique à l'arrière pour remplacer des composantes mécaniques pour épargner du poids, évidemment, parce que ça vient avec un peu plus de poids. On parle ici de 313 livres de plus pour ce modèle-là, parce qu'on le compare à un modèle Limited. Pourquoi on le compare avec un modèle Limited? Parce qu'il faut que ça soit un Limited pour être un hybride. C'est le seul modèle qui peut être hybride, avec un prix de départ de 43 460 $. Je trouve que c'est une erreur majeure. C'est une erreur, on va en parler, hein, parce que c'est comme pour les acheteurs. En fait, le Crosstrek devrait être hybride en partant, puis pour rivaliser, mais... Pour répéter ce que je disais au début, j'ai l'impression que Subaru, des fois, on s'assoit un peu parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de rivaliser autant. On va miser sur la clientèle qu'on a déjà. Puis on se dit, moi, j'avais un Crosstrek, je vais acheter le Crosstrek hybride maintenant, puis ça va finir là, je vais payer le prix. Bon véhicule, somme toute, la performance, la fluidité dans la conduite, entre moteur électrique, moteur à essence, la récupération, ça se fait très, très bien. Je trouve que contrairement peut-être aux autres modèles qu'on parlait tantôt, anciennement avec la Crosstrek hybride, ça n'avait pas été vraiment un succès. Avec celui-là, on a pratiquement un Crosstrek à essence, c'est juste qu'un peu plus réactif sur la ligne de départ. Évidemment, côté confort, c'est un Crosstrek. Alors, c'est confort de roulement, c'est ceux qui connaissent ce véhicule-là. Ça va être un Crosstrek avec un petit peu plus de poids, 313 livres, on le rappelle, mais extrêmement apte
Ne serait-ce qu'en hiver, oui, sur les nids de poules, dans les sentiers, un véhicule qui est très, très bon. J'ai toujours trouvé que le Crosstrek était petit selon les besoins de utilitaires. C'est parce que c'est pas un vrai utilitaire. Parce que c'est une Impreza rehaussée. C'est ça, mais encore là, l'Impreza a plus d'espace dans le coffre qu'un Crosstrek. On parle de quelques litres, là. C'est pas la fin du monde. Oui. Mais quand même, tu sais, j'ai toujours trouvé que l'Impreza était un petit peu plus utilitaire que le Crosstrek en termes de volume sur papier. Okay. Ce qui est intéressant, c'est la garde au sol, évidemment, puis le fait que le véhicule a l'air un peu plus utilitaire du côté du Crosstrek. En tout cas, système d'infodivertissement chez Subaru. J'ai l'impression que on a un bon format, on a des bonnes applications, mais un peu lent et un peu écran. Là, toujours un peu le même problème. Toujours un peu le même problème. Ouais. Un écran avec des graphiques assez rétro là, comparativement à ce qui se fait maintenant. Là, c'est quand même un blast from the past, là, on peut dire. Par contre, la disposition des éléments, il n'y a aucun problème. Pour avoir essayé le véhicule sur plusieurs, je vais dire à peu près 200 km, c'est juste assez pour voir un peu l'efficacité, évaluer un peu là, c'est quoi la performance de ce côté-là. Évidemment, on n'est pas aussi économe ou aussi frugal qu'un Toyota Corolla Cross, par exemple. Même sur papier, là, on n'est pas pantoute là. Puis moi, c'était en plein hiver, évidemment. Là, fait que on parlait là, sur les chiffres, on passe de 8,1 à 6,5 litres au 100 quand on choisit le modèle hybride pour le modèle Limited. Moi, j'étais encore un peu dans les 8, là, mais en plein hiver. Oui, c'est ça, donc, voilà. J'aurais été pas mal plus haut avec le modèle Limited à essence, strictement. Là, on aurait été dans les 9-10. Mais pour avoir conduit ce véhicule-là, je me dis que si vous voulez épargner un peu de carburant, vous êtes prêt à ajouter les quelques milliers de dollars pour avoir le Cross. Et vous aimez le Crosstrek, allez-y. C'est sûr que, comme on disait tantôt, c'est un petit peu dommage que ce soit seulement le modèle Limited. On ne peut pas avoir un modèle de base. Au moins, un modèle de gamme intermédiaire aurait été intéressant parce que je suis pas convaincu que tout le monde veut acheter des limited. Et je veux dire, pareil, en termes de développement, même de coûts de production, je pense d'ailleurs, en fait, même que ces versions-là existent aux États-Unis, si je ne m'abuse. Donc, en fait, pourquoi ne pas les amener au Canada? Évidemment. Ah oui, je vois qu'est-ce que tu veux dire. Ben oui, c'est ça. Je veux dire, pourquoi limiter le Canada à une seule variante? Probablement pour aller dans le sens où tu allais au départ, c'est parce qu'ils arrivent à vendre tout ce qu'ils peuvent. Et donc, tout chez Subaru. Tant qu'à avoir des allocations limitées, parce que c'est un peu le problème du Canada, on a des allocations limitées, autant pousser des versions haut de gamme. On va voir chez Subaru, ça va être quoi le sweet spot quand les gens vont arrêter, là, quand l'intérêt sera plus là, puis là, à un moment donné, on va reculer. Évidemment, on ne peut pas les blâmer, c'est une entreprise qui doit faire plaisir à ses actionnaires, comme tout le monde. C'est un peu dommage quand même. Mais somme toute, un bon produit du côté du Crosstrek hybride. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là cette semaine encore une fois. La semaine prochaine, on se revoit avec Antoine qui va nous parler probablement un petit peu plus en profondeur de Nissan et des véhicules qu'il a essayé là-bas au Japon. Bonne semaine à tous. Merci tout le monde. Bye bye. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.